Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je suis Henri, je suis le CEO et cofondateur de Newton, une plateforme de création de contenu de marque via l'intelligence artificielle. Mais le but aujourd'hui, c'est pas de parler de Newton, mais de parler d'IA et d'identité de marque, et donc avec un titre très philosophique, qui est comment innover sans perdre son âme. Donc comment pouvoir utiliser de l'IA aujourd'hui sans finalement perdre l'essence de ce qui fait notre marque, c'est-à-dire le tone of voice, le branding, le visuel. On va regarder assez rapidement trois différentes choses. Donc les défis de l'IA générative. Qu'est-ce que l'IA générative a aujourd'hui amené, mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour être utilisé pleinement par les marques, par les content factory, par tous les gens qui créent du contenu au sein de ces marques. Les opportunités qu'elle a quand même amenées et comment aujourd'hui, avec les outils qui existent, on arrive quand même à avoir une IA qui peut parler, qui peut écrire, qui peut presque dessiner comme le feraient nos copywriters, comme le feraient nos designers, et comment ces outils peuvent aider nos équipes internes. Et peut-être ce qui vous intéressera le plus, le what's next. Pourquoi est-ce que c'est important de commencer aujourd'hui afin d'être AI ready, donc d'avoir une plateforme de marque, d'avoir une marque qui est AI ready, qui est prête à se lancer dans le grand bain de l'IA pour les prochaines innovations qui arrivent bientôt, qui vont être un peu plus transformante, entre guillemets, je ne sais pas si le terme existe, qu'un chat GPT. En tout cas, pour ce qui est du marketing, ça va être quelque chose d'assez fort. On va un très rapide historique. Donc fin 2022, ChatGPT arrive, grande stupeur pour tout le monde. Début 2023, tous vos comex vous disent allez sur l'IA, il faut absolument faire de l'IA, c'est absolument génial. Et on arrive début 2024 et on a quelques chatbots mail ficelés et généralement une aide à la réponse des mails, mais pas beaucoup plus. Et j'ai une question pour vous aujourd'hui pour commencer. Qui dans cette salle, au sein de vos marques, a déjà des POC, pas des POC, mais des outils d'IA générative production dans vos équipes? 1, 2, 3 personnes. Et je ne parle pas de copilote pour Microsoft pour vous aider à rédiger vos mails, ça ne compte pas. Donc 3 personnes. Donc on est, je mets une trentaine dans la salle. On a 10% des gens qui ont aujourd'hui un outil d'IA générative en production. Ça prouve qu'on n'est pas encore là et que malgré toute la révolution annoncée par l'IA, on n'y est pas encore. Pourtant, l'IA, elle engendre aujourd'hui vraiment un changement de paradigme dans la création de contenu, de marque. C'est qu'elle va engendrer une baisse des coûts monstrueuse, une baisse du coût marginal de création de contenu. On va pouvoir créer des millions de contenus finalement pour presque rien. On a une explosion de l'autre côté de la demande des consommateurs qui veulent du nouveau contenu. Et donc, la durée de vie de nos contenus, qui aujourd'hui, qui il y a quelques années durait presque 1 an, qui est passé à quelques mois depuis quelques années, aujourd'hui va passer à quelques heures. On doit être prêt pour cette révolution, on doit être prêt pour ces changements. Et pour ça, l'IA peut évidemment nous aider. Mais l'IA aujourd'hui, elle a 4 problèmes, 4 vraiment grosses problématiques qui empêchent 100% des gens aujourd'hui d'avoir des outils d'IA générative en production. Il y a le premier problème qui est vraiment le titre de cette conférence, qui est le contenu qui est généré, qui est sans âme. Un contenu de ChatGPT, c'est comme un plat dans une station-service. On le prend parce qu'on n'a pas le choix, mais c'est vraiment, ça n'a pas de saveur, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on fait. Et donc, ce n'est pas utilisable. Même si après 6 heures de prompting, on arrive à sortir quelque chose de plutôt potable, finalement, on n'arrive jamais à le reproduire, parce que le lendemain, on repart de zéro. C'est pas intégré à nos workflows. Donc, on a tous 2000 DAM, CMS, PIM, etc. On a tous 1000 outils pour gérer notre contenu, 1000 outils pour le créer. Mais finalement, si on rajoute juste en plus un outil qui n'est pas intégré à nos workflows, les équipes, elles en peuvent plus, elles sont perdues. Et notre DAF derrière va nous demander mais attends, c'est quoi la nouvelle ligne sur le machin là, c'est pas normal. Et il y a le problème de sécurité. J'imagine que tous vos DSI sont venus vous dire ChatGPT c'est mort, on n'utilise pas. Nos secrets les mieux gardés vont sinon fuiter sur la toile. Tout le monde est venu nous annoncer que les secrets de fabrication de l'entreprise seraient divulgués partout. Je vous rassure, c'est faux. Mais ça reste un problème et il y a un problème d'avoir une problématique d'avoir un outil qui soit validé par vos DSI et qui garantisse une sécurité des données. Et donc, il ne faut pas non plus... on peut se moquer de nos DSI, on les adore, mais il y a quand même un enjeu derrière d'avoir une sécurité des données.
Donc ces défis, fort heureusement, ils ne sont pas insurmontables. La grande question, du coup, c'est, évidemment, l'image a été générée par l'IA. On n'y est pas encore, d'ailleurs. Comment utiliser l'IA pour créer du contenu qui respecte le ton de marque, son essence, son identité, bien évidemment, tout en étant intégré à vos workflows de création de contenu, et tout en garantissant la sécurité nécessaire pour l'utilisation. Aujourd'hui, il y a des outils, donc Newton évidemment en fait partie, mais en France, on a des outils sur le visuel comme Scénario, comme Photoroom, qui sont d'excellents outils, qui vont vous permettre en quelques clics, et vraiment il n'y a pas besoin d'être ingénieur, il n'y a pas besoin d'être data scientist, en quelques clics, en utilisant du contenu qui existe déjà, que vous avez déjà à votre disposition, d'entraîner des petits modèles d'IA. Donc vous vraiment faites du drag and drop et le modèle s'entraîne par lui-même pour avoir une IA qui va écrire ou qui va générer du design, ou qui va générer des assets exactement comme le font aujourd'hui vos copywriters ou vos designers en interne. Rassurez-les, c'est pas pour les remplacer, mais c'est pour les aider. C'est comment est-ce qu'ils vont pouvoir finalement décliner, multiplier les assets en quelques instants tout en gardant vraiment ce tone of voice, ce branding, ces guidelines visuels également, et vont pouvoir du coup permettre de créer du contenu on-brand. Donc ces IA, elles existent, elles sont là. Elles ne sont pas dures à utiliser, elles ne demandent pas des millions et des millions d'images, ou elles ne demandent pas des millions de contenus pour être entraînées. J'enverrai par mail à tous les gens présents ici des listes de ces outils et la manière de les utiliser et les use cases auxquels ils répondent. Il y en a en France, il y en a aux États-Unis. On va essayer de prendre des outils européens au moins, c'est quand même mieux. Et ces IA vont, plus que menacer votre marque, elles vont un peu en devenir les gardiennes. Pourquoi ? Quand on a commencé à monter Newton avec mon cofondateur, très rapidement, on a récupéré des dizaines et des dizaines et des dizaines de brand books. On vous adore, mais un brand book, c'est quoi ? C'est 140 pages d'un PDF invitable que personne n'a jamais lu, qui a coûté 50K à faire par une agence et qui n'a jamais été utilisé. Et c'est une réalité. Et c'est comme ça partout. C'est pas chez vous, c'est partout. Donc autant vous dire que lorsque vous avez un nouveau copywriter qui entre, quand vous avez un nouveau créateur de contenu qui rentre et qu'il a un volume d'Harry Potter à s'enquiller avant de pouvoir créer le moindre contenu, et chaque contenu, il doit vérifier ligne par ligne que c'est pas possible. On ne peut pas travailler comme ça au XXIe siècle. Ça ne marche pas. En revanche, quand on a une IA entraînée qui est capable de dire si ce contenu, oui ou non, est un brand parce qu'elle connaît les guidelines, parce qu'elle a été entraînée sur du contenu existant, qu'elle a été entraînée sur vos guidelines éditoriales, qu'elle a été entraînée sur vos visuels, et qu'elle est capable de spotter en 2 secondes oui, ça c'est bien, ça on n'utilise pas ce mot, et ça marche pas trop. Finalement, ces IA elles deviennent vraiment un gardien, vraiment le gardien de votre marque. Et au lieu d'avoir une équipe brand qui se tape de relire tout le contenu généré par n'importe quelle équipe au sein de la boîte, créant une espèce de goulot d'étranglement qui est juste pas possible, là on a juste des IA, chacun peut créer son contenu indépendamment, avoir une IA qui va le checker et dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça faut modifier un peu, et ça c'est ce synonyme qui devrait être utilisé. Donc ces IA, une fois qu'elles sont entraînées sur votre marque, elles vont pouvoir démultiplier la créativité au sein de votre marque. Je vous montrerai ce que ça donne avec un exemple qui est la marque Alan, qui est une mutuelle de santé, donc qui est quand même pas le genre de boîte les plus marrantes au monde. Eux, ils ont réussi très simplement en entraînant des petites IA sur leur branding à faire des choses vachement bien. Et je vous montrerai ça juste après. Et ces use cases, surtout, ça va vous préparer pour la suite. Pourquoi ? Parce que je vous montrerai après quel est un peu ce futur de l'IA, en quoi l'IA va vraiment transformer votre manière de gérer vos équipes marketing, vos équipes contenu, et c'est en train d'arriver très rapidement. C'est pas juste du chat GPT, ça va être beaucoup plus. Mais pour ça, il faut être AI ready, et je vous en dirai un peu plus sur ce qui est AI ready, avoir une marque AI ready. Pardon pour l'accent. On vous partagera également à ceux qui sont présents tout un contenu qu'on a créé, des directives, c'est pas des directives, c'est plutôt des indications de comment finalement être une marque AI ready, comment préparer ses données très simplement, comment identifier les bons use cases. On enfonce un peu des portes ouvertes, mais c'est bien de l'avoir de manière structurée et facilement utilisable par vos équipes pour être une marque AI ready et pouvoir se lancer dans ce grand bain de l'IA.
On va juste faire trois petits business cases de ce qui est permis aujourd'hui par l'IA pour vous donner quelques idées. J'imagine que vous en avez en tête. Mais sur 3 marques différentes, 2 qui ont utilisé Newton, parce que bon, il faut quand même faire un peu de pub, et une qui n'a pas du tout utilisé Newton, mais d'autres outils pour créer son contenu. Donc la première, c'est une marque de nutrition pour les sportifs, qui appartient à un grand groupe qui fait du lait et des œufs en France. Je ne citerai pas qui c'est parce que je n'ai pas le droit. Ils avaient un gros problème, c'est ils sont très connus parmi les sportifs, parmi les athlètes. Tout le monde utilise cette marque, tout le monde mange cette marque. Le problème, c'est que leur site, aujourd'hui, c'était 4 recettes pas incroyables de plats à préparer avec les produits de la marque. Et c'était quelques articles pas très bien écrits qui, grosso modo, avaient tous au moins 6 mois à 1 an d'ancienneté. Mais pourtant, la marque est tellement connue qu'ils ont un trafic généré qui est monstrueux. Chaque mois, c'est des centaines de milliers de personnes qui vont sur le site de la marque et qui se disent « Merde, il n'y a vraiment rien à voir ». Ce qu'ils avaient un besoin, c'est de transformer ce site vitrine en vraiment un site pour les communautés d'athlètes, pour comment préparer son marathon, comment préparer un programme de musculation, quelle nourriture manger juste avant un Ironman. Tout ce type de contenu qu'ils ont essayé de générer avec ChatGPT, mais ça rendait des trucs vraiment pas dingues, mais qui, avec une IA entraînée sur leur base de données de nutrition, sur leur base de tone of voice, évidemment, et sur leur base de contenu, a permis d'avoir quelque chose qui est, avec un ton très expert, basé sur du contenu de très grande qualité, qui a été créé depuis des dizaines et des dizaines d'années par le groupe, a permis de créer, de transformer en quelques jours un site qui était vraiment un site vitrine en un site qui est un site de communauté d'athlètes où ils ont un nouveau trafic en hausse, donc les nouveaux visiteurs en hausse de 22% et surtout des returning visitors en hausse de 214%. Ils ont juste halluciné en regardant les chiffres. Et aujourd'hui, ils arrivent vraiment à construire une communauté autour de leur site. Là où ils n'avaient pas évidemment pas la workforce avant pour créer tout ce contenu, ils ont pu le faire très rapidement en quelques instants. La deuxième marque, et ça c'est plutôt pour les e-commerçants qui sont présents ici, c'est sur des défis de product description. On sait toujours, quand on est e-commerçant, le truc qui revient chaque année, qui emmerde tout le monde, c'est refaire le catalogue. On a des copywriters, des agences qui le font, ça coûte une fortune et ça emmerde tout le monde. C'est vraiment écrire une description du produit qui est là. On doit traduire en plus ça en plein de langues, ça coûte très cher et ça dure 6 mois, c'est des allers-retours, des fichiers Excel, on ne sait jamais qui est à la bonne version. Le besoin de Sir, qui est une marque que vous connaissez peut-être, qui est en pleine expansion aujourd'hui, c'était de baisser les coûts de création et de traduction du catalogue tout en gardant ce ton de marque dans les différentes langues cibles. 3 jours d'entraînement pour Newton, qui a été fait par Newton, 7 jours de prise en main pour l'IA, et aujourd'hui, la création et la traduction de contenu qui prenait environ 4 mois avec plein de personnes différentes autrefois, se fait en 2 minutes. Exactement le bon tone of voice, exactement le bon branding, exactement le bon format. Ça leur a permis de lancer 2 nouveaux pays avec 1 an d'avance, parce qu'en fait, ils n'avaient pas assez 4-5 mois de délai, ils étaient prêts, le site était traduit, ce qui prenait 4 mois, c'était la création des assets, etc. Ça a été fait en 2 minutes. Et le dernier, c'est beaucoup plus marrant, c'est Alan. Alan, donc c'est de la mutuelle santé. C'est quand même un sujet chiant. Eux, ils ont une marque très forte. Ils ont une marque très très forte. Ils ont des salariés super engagés. Il ne faut jamais sous-estimer l'engagement des salariés pour une marque. C'est juste qu'aujourd'hui, un salarié engagé qui veut produire du contenu sur LinkedIn, qui veut partager du contenu sur les réseaux, généralement, il n'a pas beaucoup d'assets à sa disposition. Et Alan, ils avaient ce problème d'avoir des salariés super engagés. Ils sont plus de 1500 maintenant dans la boîte. Donc imaginez le potentiel écho que ça peut avoir sur les réseaux sociaux. Mais ils avaient un goulot d'étranglement, c'est que les créas, ils pouvaient pas créer assez d'assets pour les sales, pour le marketing, pour etc., etc. Ils avaient donc un besoin qui était de libérer la créativité des équipes tout en restant parfaitement on-brand. Et Alan, ils ont ce petit truc, cette petite marmotte qu'on voit dans leur logo qui est assez sympa. Ils se sont dit, on va prendre cette marmotte et la mettre en scène. Donc ils ont utilisé 2 outils, Made in France, Dust et Scenario, qui sont des outils no-code. Et c'est leurs designers et leurs directeurs produits qui sont chargés de l'entraînement de l'IA, donc vraiment pas des ingénieurs. Ça leur a pris 1 journée pour itérer un peu, pour avoir un peu des retours des designers. Et voilà le résultat. Ils peuvent décliner leur marque et leur petite marmotte dans toutes les situations.
Ça paraît débile, mais en termes d'engagement sur les réseaux sociaux, c'est absolument génial. Et du coup, on voit des marmottes partout qui font du ski pour la nouvelle, le Alan Santé pour le ski, qui font du skate-surf pour le départ de vacances, etc., etc., etc. Et ça marche super bien. Et ça, c'est 10 minutes d'entraînement avec préalablement évidemment des assets qui étaient à peu près prêts. 10 minutes d'entraînement sur des outils no-code, ça coûte rien. Vraiment rien. Ça leur coûte 300, 400 euros par mois. Donc on ne parle pas des gros budgets. Et ça leur permet de décliner la marque de manière infinie. Mais le truc de ces trois marques dont on a parlé, c'était des marques high ready. Qu'est-ce que ça veut dire être une marque high ready? Comme je vous le disais, on est en train de créer du contenu là-dessus qu'on vous partagera après la conférence. Mais en 3 points, et je ne vais pas passer des heures là-dessus, mais en 3 points, c'est vraiment simple. Il ne faut pas se dire que c'est compliqué. C'est identifier les use cases simples. Vous avez sûrement des DSI qui vont vous dire on va créer une IA qui va tout faire chez nous. Ça ne marche pas. L'IA ne fait pas tout. Il faut des IA dédiées à chaque petite tâche. Quand je dis chaque petite tâche, c'est que l'IA qui va créer un article SEO, ce ne sera pas la même IA qui va créer une fiche produit, ce ne sera pas la même IA qui va créer un post Instagram. Ça n'est pas la même. Il faut que les IA soient monotâches. Elles sont débiles aujourd'hui, les IA. Il faut avoir ça en tête. Parce qu'elles sont débiles, il faut les spécialiser. Donc, identifier des use cases simples pour lesquels vous aurez des données structurées. Des données structurées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va choisir ce qu'on a fait de meilleur et ce qui est le plus on-brand et qui correspond le mieux à ce qu'est notre marque. Pour chacun de ces use cases, on va avoir des sets de data de 30, 40, 50 contenus, pas plus, on n'a pas besoin de milliers, qui vont aujourd'hui, avec les outils existants, être largement suffisants pour entraîner ces petits modèles, comme Alan, dont je vous parlais. Ils sont passés de 40, 50, 60 contenus, pas beaucoup plus, pour avoir une IA qui comprend l'essence de la marque, qui comprend, si on parle de contenu écrit, votre tone of voice, si on parle de contenu plutôt image, qui comprend les guidelines de design, ce que vous aimez faire, etc., etc. Et juste avoir ces jeux de données et avoir ce jeu de données pour chacun des use cases, ça va permettre très simplement d'utiliser ces outils et d'entraîner ces petits modèles dont on parlait. Et après, il y a de la formation, évidemment. L'IA, ça fait peur à tout le monde. Tout le monde au sein des équipes a peur d'être remplacé par l'IA. Ça n'arrivera pas, ne vous inquiétez pas. Ça va juste vous permettre de créer beaucoup plus de choses, de créer beaucoup plus de contenu, de décliner votre marque de manière beaucoup plus intelligente. C'est juste qu'il faut entraîner les gens dessus. Il faut qu'elles testent, il faut qu'elles essayent. Encore une fois, dites à vos DSI que non, le contenu ne va pas être réutilisé par des Chinois ou des Indiens qui veulent copier votre marque. Ça n'existe pas aujourd'hui. Non, c'est une nécessité de se lancer dans l'IA aujourd'hui et pas demain, parce que ce qui arrive est beaucoup plus gros. Ce qui arrive, c'est ce qu'on appelle des IA agents. Donc aujourd'hui, on est passé déjà d'une création de contenu plutôt manuelle à quelque chose où l'IA, en tout cas on est en train de passer à quelque chose où l'IA va aider nos équipes à créer du contenu. Et demain, les équipes vont créer du contenu, mais l'IA va créer majoritairement de ce contenu et va surtout l'orchestrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'IA crée le contenu. Demain, on a ce qu'on appelle les agents AI, donc des milliers d'IA qui vont prendre, vous allez leur donner des idées, une campagne, un budget. Vous allez du coup quand même passer un peu de temps sur la créativité, donner pas mal d'input à cette IA. Et après, l'IA, elle va le décliner de manière quasiment infinie. Pour chacun de vos clients, ces IA agents, ils vont créer un contenu spécifique pour le client, que ce soit une vidéo, une photo, un texte. Ils vont envoyer le contenu, ils vont gérer la campagne, ils vont permettre d'avoir des feedbacks, ils vont itérer sur la campagne, donc avoir des feedbacks sur vos différents segments clients, de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, itérer sur le contenu à partir du feedback. Et du coup, vous aurez non pas des agences marketing et des équipes marketing à votre disposition, vous en aurez une infinité. Ça ne veut pas dire que les agences marketing vont disparaître. Au contraire, elles vont vous permettre de travailler sur la stratégie, elles vont vous permettre de travailler sur la créativité, elles vont vous permettre de gérer ces milliers d'agents d'IA. C'est pas pour ça que vos équipes marketing vont disparaître, vos équipes copywriting, vos équipes design. Au contraire, on va juste leur permettre d'être pas multipliés par 100, comme c'est aujourd'hui via l'IA, mais être multipliés par 1 milliard. Et ça arrive très rapidement. C'est des choses qu'ils sont en train de développer un peu partout dans le monde. On a des boîtes qui font très bien ça en France. On a beaucoup de choses qui se développent aux États-Unis. Et donc, ça va pas arriver dans 5 ans, ça va arriver dans 1 ou 2 ans.
Et comprendre ça, c'est comprendre que être AI ready aujourd'hui avec des premiers use cases, même sur du chat GPT ou des outils comme ça, mais vraiment des use cases faciles, avoir les bonnes données aux bons endroits, avoir les bons contenus aux bons endroits, savoir exactement ce qu'est notre plateforme de marque, savoir ne plus avoir ce PDF de 150 pages qui représente notre marque et nos guidelines, mais avoir quelque chose qui est beaucoup plus utilisable, décliné par use case. Avoir ça, ça va nous permettre demain d'utiliser ces agents, d'avoir une IA qui peut comprendre ce qu'est la marque, qui va pouvoir la décliner. Et c'est vachement important, parce que demain, si vos copains d'en face, qui sont vos compétiteurs, utilisent ces AI agents et que vous n'êtes pas en capacité de l'utiliser, j'ai pas envie de faire part à tout le monde, mais eux, ils auront une infinité de copywriters et de designers en interne, une équipe marketing démultipliée par 1000, et vous serez toujours à écrire à la main chacune de vos fiches produits. Et ça, franchement, c'est une opportunité qu'on peut pas manquer, et qui, si elle est bien faite, vous permettra de continuer à innover sans perdre votre âme, vous permettra non pas d'avoir une IA qui va faire disparaître l'essence de votre boîte, mais qui au contraire va la démultiplier et la rendre, la faire grossir. Voilà, c'était à peu près tout. C'était rapide, j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, je suis ravi de... Est-ce que vous avez des études sur les freins des consommateurs par rapport à l'intelligence artificielle, puisqu'il se dit beaucoup de choses, et je me dis que les marques qui réussiront, pour moi, enfin c'est ma façon de voir les choses, avoir une base IA, oui, bien sûr, pour la rapidité et l'efficacité. Par contre, avoir toujours des contenus, ce que j'ai vu dans une autre conférence, hein, avec Sénèque, les contenus originaux, créatifs, etc. Et peut-être qu'il y a une promesse à faire, c'est notre contenu n'est pas que de l'IA. Vis-à-vis des consommateurs, est-ce que vous pensez que ça va être une tendance ? Je pense que les consommateurs n'ont pas forcément peur de l'IA. Aujourd'hui, soyons honnêtes, même quand vous écrivez une newsletter à la main, on a tous une boîte mail garbage qui nous sert de boîte mail pour toutes les marques dont on est client. Donc on ne va pas dire que non plus le contenu créé par des humains marche super bien. Les articles sont créés pour être lus par des algos Google et le taux d'engagement sur les réseaux sociaux n'est pas dingue. Pourquoi ? Justement parce que le contenu manque de personnalisation, manque de pertinence. Au contraire, si grâce à l'IA, vous arrivez à produire... La créativité, elle restera toujours humaine. La déclinaison de cette créativité pour chacun d'entre nous, pour s'adapter à chaque consommateur, à chaque client, à chaque humain finalement qui est en face, c'est ça que va permettre l'IA. Donc, oui, la créativité sera humaine, mais la déclinaison, si l'IA permet de décliner quelque chose qui, moi, me plaît plus que le truc un peu random que je reçois chaque jour de la part des marques dont je suis client, moi, je suis content parce que j'ai un contenu qui m'intéresse, que j'ai envie de consommer, que j'ai envie de regarder, que j'ai envie de lire. Et j'ai pas le énième mail de promo de... je vais pas citer de marque parce que voilà, mais j'ai pas le énième mail de promo qui m'intéresse pas. Donc je pense que les clients, au contraire, vont être en attente de cette personnalisation, vont être en attente d'avoir de la créativité humaine, mais déclinée pour eux par l'IA. C'est plutôt comme ça qu'on le voit. Excusez-moi pour la question, mais c'est plutôt une réflexion. Moi qui suis dans la rédaction pure de texte, j'ai plutôt l'impression que l'IA actuellement est plus forte pour tout ce qui est image, pour tout ce qui est photo et pour tout ce qui est imagerie, et que potentiellement elle pourrait avoir plus d'âme, en tout cas pour savoir capter l'esprit d'une entreprise, que sur des textes purs, surtout quand ceux-ci sont dits de qualité. Quel est votre avis par rapport à ça ? C'est lié à la manière dont fonctionne l'IA. Effectivement, il y a une chose, vous avez totalement raison, c'est que l'IA arrive plus simplement à capter des patterns, enfin des patterns visuels que des patterns sémantiques. Donc, les IA sont meilleurs à répliquer une image qu'à répliquer du texte. En revanche, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait chez Newton, on arrive à répliquer une sémantique, un tone of voice, de manière quasi parfaite. Effectivement, lorsque vous allez écrire un nouvel édito, vous voulez insuffler l'âme d'une nouvelle collection, par exemple, pour une marque, aujourd'hui, je ne vous dirais pas d'utiliser Newton. Je vous conseillerais de l'écrire à la main, parce que c'est l'âme d'une collection,
l'âme d'une collection et que c'est vraiment quelque chose que vous voulez unique, que vous voulez hyper inspiré. Vous voulez écrire 40 000 fiches produits, passez par Newton. Vous voulez écrire même du texte, on fait du texte de bonne qualité chez Newton, je dis pas ça pour dire qu'on fait que du texte de mauvaise qualité, mais il faut toujours avoir un peu ces deux phases où il y a une partie du contenu qui va continuer à être totalement rédigé par des humains parce que c'est du contenu qui a besoin d'être humain, qui a besoin, qui vraiment mettent des mots sur l'âme d'une boîte, l'âme d'une nouvelle collection, et du contenu et toutes ces déclinaisons qui vont pouvoir être faites par l'IA, parce qu'il n'y a pas forcément de valeur ajoutée d'avoir des copywriters qui font des fiches produits ou qui font des tonnes d'articles sur des millions de sujets. Donc c'est vraiment, il y a les deux, et je suis totalement d'accord. Aujourd'hui, l'IA est plus forte, je pense, pour répliquer de l'image que du contenu texte. Je réfléchissais aussi dans une optique où il faut alimenter l'IA avec du contenu de marque. Donc imaginons on veut créer soit une créa ou même du contenu édito. Donc on est obligé de l'alimenter avec du contenu de la marque. Mais est-ce que du coup, ces informations qu'on donne à l'IA, elles sont quand même sécurisées? Enfin, est-ce que derrière, on peut ne pas avoir de perte d'informations qui peuvent être accessibles par le grand public ou ce genre de choses? Enfin, est-ce que du coup, il y a une confidentialité, une sécurité de l'information avec l'IA? Très bonne question. La réponse est, ça dépend des outils que vous utilisez. ChatGPT gratuit, le contenu est réutilisé majoritairement pour réentraîner des modèles. Il faut savoir qu'un modèle, ils sont entraînés tous les 6 mois. Donc, c'est pas parce que vous mettez quelque chose aujourd'hui que ça apparaîtra demain. Donc, peut-être que sur le prochain modèle qui sortira, GPT-5, il y a un risque que ça apparaisse. Lorsque vous passez soit par des modèles que nous, la plupart de nos modèles sont des modèles qu'on va utiliser, des Mistral, etc., mais qu'on a sur nos propres serveurs, que les informations restent sur nos propres serveurs, et c'est des modèles qui sont utilisés par marque. Donc, une marque n'aura pas le même modèle que l'autre. De même, si vous utilisez du OpenAI Premium, par exemple, ou Gemini Premium, les contenus, parce que c'est dans les SLAs, les contenus ne sont pas réutilisés pour entraîner de nouveaux modèles. Donc ça, c'est vraiment c'est quelque chose de purement légal, parce que légalement, ils s'engagent à ne pas le réutiliser. Donc, de fait, la donnée est sécurisée. Mais ça dépend effectivement des outils que vous allez utiliser. Du ChatGPT gratuit, je n'irai pas mettre vos secrets industriels dessus. Est-ce que ça répond à votre question? Je pense que tu y as un peu répondu dans la question d'avant, mais sur ton premier exemple, tu dis qu'il y avait une marque qui avait très peu de contenu, donc sur les aliments pour sportifs. Est-ce que quand même l'outil ton outil ou les outils d'IA en général peuvent être quand même pertinents si finalement il y a assez peu de quoi s'inspirer, quoi? Parce que là tu dis que le contenu le site était quasiment vide, et du coup comment il peut inspirer, finalement prendre l'essence de la marque pour après répliquer ça? Très bon point. Ils ont écrit les premiers articles. Ils ont écrit des articles un peu d'entraînement, mais qui sont aujourd'hui publiés sur le site. Ils ont écrit les premiers articles à la main. Ils ont complété avec le contenu existant, ce qui leur a permis d'entraîner après ce qui nous a permis d'entraîner les modèles et après de décliner sur plus de contenu. Mais c'est un bon point. Il faut avoir une base de départ. Souvent, c'est quand même nécessaire d'avoir une base de départ, même toujours, pour entraîner ces modèles. Mais la base n'a pas besoin d'être énorme, hein. On parle aujourd'hui d'une trentaine de contenus. Sur un format de contenu, si je prends un exemple d'une fiche produit, on a besoin pour une catégorie d'une trentaine d'exemples. C'est suffisant, et ça, plus les galères et les ISO, on arrive à des choses qui sont vraiment très bien. Je me permets, j'ai une deuxième question. Vous avez été vite tout à l'heure quand vous avez dit que les AI agents par million là, allaient pouvoir produire des contenus spécifiques, les activer, avoir des feedbacks des consommateurs, donc itérer avec eux. Est-ce que ça veut dire que vous voyez des changements dans les outils de marketing automation? C'est-à-dire que ça va bouleverser complètement le marché des fournisseurs? Totalement. Aujourd'hui, les AI agents sont les premiers qui sortent aujourd'hui, et que même nous on a en prod chez Newton. Ça va être 5, 6, 7 IA qui vont travailler sur un contenu spécifique.
L'une qui va l'écrire, l'autre qui va vérifier que c'est les bonnes informations, etc., etc., etc. On a déjà des premiers agents qui vont aller chercher des données externes, donc aller faire des recherches sur Internet. Et demain, avoir des agents qui sont branchés à vos outils de marketing automation, branchés à vos outils de CRM, et qui sont capables d'aller retrouver de la data, aller chercher de la data sur un client, etc., etc., c'est totalement possible. C'est exactement ce qui va se passer. C'est juste des workflows où plein d'IA vont travailler les unes après les autres, en bonne entente, pour générer le meilleur contenu possible pour un client en particulier. Donc oui, ça va totalement transformer les outils de marketing automation. Je pense qu'une partie d'entre eux vont sûrement développer leur propre tech, sinon ça me paraît un peu compliqué pour eux. Après, ça va aussi donner naissance à plein de nouvelles plateformes, mais oui, ça va totalement transformer la manière dont le marketing automation est fait aujourd'hui. On peut descendre par client, ouais. Aujourd'hui, l'IA n'est pas prête, mais à 3-4 ans, 2-3 ans même, aucun souci. Du coup, j'allais revenir sur les... Je me permets de changer de question. J'allais revenir sur le fait d'entraîner l'IA. Je suppose que, comme une marque peut évoluer aussi dans ses notions, par exemple, je sais pas, demain, on va être beaucoup plus RSE. Est-ce qu'on doit tout recommencer de zéro, ou je suppose que non, on peut intégrer cette notion en plus, la faire s'entraîner dessus? C'est trop complexe de la faire juste évoluer en termes de com et pas tout recommencer. Évoluer, ça va être un peu plus compliqué aujourd'hui. Et encore une fois, c'est des sujets qui ont 18 mois, hein, donc ça bougera beaucoup. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on recommence, mais ça, c'est fait de notre côté. Donc, pour ce qui est Newton, mais pour d'autres outils, généralement, ça se refait assez rapidement. Okay. Mais il faut effectivement, à ce moment-là, refaire la plateforme de marque, ne pas en faire un PDF de 150 pages et réécrire potentiellement des contenus qui seront utilisés comme exemple. Et même, je pense que c'est un exercice qui est plutôt bon de même réécrire des contenus pour voir si ça se décline bien, si ça marche bien et si le ton fonctionne bien. Et après, on réentraîne l'IA. Mais encore une fois, nous, les entraînements d'IA, ça dure quelques minutes, quoi. Donc, c'est assez rapide. Je vais vous donner un exemple qui est pas exactement le même, mais qui vous donnera une réponse, je pense. Aujourd'hui, on travaille avec Kiabi, par exemple. Kiabi, ils ont 75 catégories de produits pour leur fiche produit. On ne parle pas d'un sac comme on parle d'un jean ou d'un t-shirt pour enfants. On a 75 IA différentes. 75 entraînements d'IA différents pour chaque catégorie de produits. Donc, si vous avez une marque qui a 3 tone of voice différents, vous aurez 3 IA différentes qui auront été entraînées pour chaque segment des clients. C'est totalement possible. J'ai une deuxième question. Dans le sens où si on crée du contenu via l'IA, est-ce que du coup ce contenu devient la propriété intellectuelle de la marque? Imaginons l'IA permet de créer une publicité qui va générer beaucoup de chiffre d'affaires. Du coup, ça revient forcément à la marque, ou est-ce qu'il y aurait quelque chose dans un avenir, un développement d'IA qui pourrait demander à être monétisé par rapport au retour sur investissement de la publicité? Je ne sais pas si je suis très claire. Si, c'est plutôt clair. Alors, il y a 3 éléments là-dessus. Il y a l'élément, finalement, le contenu produit par un outil comme Newton ou autre. De notre point de vue, c'est votre propriété. Enfin, vous produisez le contenu, il est totalement à vous. Ça, je pense que la plupart des outils de création de contenu marketing le feront. Il y a le deuxième élément, c'est la loi, ce que va décider la loi, parce qu'aujourd'hui la loi est assez floue vu que c'est des nouveaux use cases. L'Europe, il y a un peu un flou là-dessus, pour être honnête, notamment sur le visuel, sur la partie contenu texte, c'est moins le cas, mais sur le visuel, je sais qu'il y a un peu un flou. Aujourd'hui, c'est autorisé. Tout contenu qui est généré par un outil de création de contenu visuel va être la propriété de la marque. Mais il y a quand même l'Europe va un jour légiférer dessus. Dans quel sens, on n'en sait rien. Et le troisième point, pour être honnête, je m'en souviens plus. Non, c'était les 2 points en fait. Pardon. Donc aujourd'hui, oui, le contenu est propriété de la marque. Demain, ça va beaucoup dépendre de la législation, pour être honnête. On voit de plus en plus la notion de sponsoriser par l'IA. Est-ce que ce genre de choses doit apparaître aussi sur le contenu créé via l'IA? Aujourd'hui, non. Et pareil, la loi est assez floue là-dessus. Demain, j'imagine qu'il y aura de plus en plus de contenu créé par l'IA, donc il y aura forcément, même pour limiter les deepfakes, etc., il y aura forcément des besoins. Ouais.
Mais ça, encore une fois, il faut demander à notre prochain gouvernement. Bon, si c'était tout, c'était un grand plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous enverrai du coup, suite à la présentation, tout le travail qu'on est en train de faire sur qu'est-ce qu'est une marque AI Ready et tout. Vraiment, c'est pas très compliqué, mais juste toutes les directives de quelles sont les best practices et ce qu'il faut faire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. On est en stand A16, juste à la sortie, à droite. Merci beaucoup. Bonne journée.